3, 2, 2. Salut tout le monde, je m'appelle Ayael Lanese, c'est mon mari. Nicolas Lanese. Et nous sommes mariés depuis 3 ans. Nous allons répondre à une série de questions aujourd'hui. Question numéro 1. Comment vous vous êtes rencontrés? Je vais commencer. Donc, on s'est rencontrés à l'église, tout simplement. Ça fait plus de 10 ans de cela. Donc, on était dans un groupe d'amis. On ne se parlait pas particulièrement, pas plus que ça. Et je le remarquais pas trop. Il me remarquait pas trop. Et je sais pas pourquoi, mais un jour, j'ai commencé à le remarquer. Et lui, à ce moment-là, il ne me remarquait pas encore. Donc, c'est sûr que je priais là-dessus, mais je n'osais pas non plus faire un premier pas. Donc, j'attendais patiemment pendant presque 1 an. Et un jour, ses yeux se sont ouverts. Moi, de mon côté, il y avait plusieurs fois que j'avais pensé, pas nécessairement, sans raison, qu'est-ce que tu penses de telle personne, de Ayael? Ah, ouais, OK. La passée, elle passe. Mais après ça, on a eu des retraites ensemble. On avait fait certaines études aussi à l'église. Et il y avait une retraite qu'on avait organisée, qu'on avait fait. Et puis du retour, j'étais revenu avec un ami. Et je me rappelle que quand on était revenu, j'ai demandé à mon ami, je pense que Ayael a peut-être un intérêt ou peu importe. Et tous les deux, on se regardait, on a fait « Ah non, c'est rien, c'est rien ». Mais les choses ont continué. Et puis, à force de discuter ensemble, il y a de l'intérêt qui s'est développé. Et puis, ensuite de ça, on a commencé à se courtiser. C'est ça. Deuxième question. Comment avez-vous su que Dieu approuvait votre relation et qu'il en était l'auteur? Ça... Moi, c'est sûr qu'il y a plusieurs petits signes ou des choses qui arrivent lorsqu'on se courtise. Je sais qu'il y avait un événement aussi que, même avant que j'ai commencé à courtiser Ayael, je priais pour certains critères spécifiques. Je dis critères là, mais pour trouver quelqu'un qui avait au moins les mêmes valeurs que moi dans plusieurs aspects. Et puis après ça, on a eu une conversation ensemble lors d'une de nos rencontres. On se courtisait déjà. Et puis, j'avais demandé des questions très précises, des questions qui, on peut facilement tomber, juste répéter ce qu'on entend sur certaines valeurs, comment elles s'appliquent dans la vie moderne. Et puis, les réponses qu'elle m'avait données, ça m'avait démontré clairement que ça répondait à la prière que j'avais faite. Et toutes les discussions qu'on avait eues ensemble, toutes les questions qu'on s'avait posées, mais c'était clairement quelque chose qui était approuvé par Dieu. De mon côté, je ne suis pas du genre à m'intéresser à quelqu'un qui ne s'intéresse pas à moi. Pas pour longtemps en tout cas. Et on dirait que j'avais toujours cette arrière-pensée. Donc, j'y pensais toujours. Et là, je me dis non, ça ne va pas se passer. Et là, j'avais toujours cette arrière-pensée à chaque fois. Et c'est sûr que des fois, quand on pense à quelqu'un ou quand on s'intéresse à quelqu'un, des fois, on peut vouloir approcher la personne ou essayer de forcer les choses un peu. Mais j'ai senti que Dieu me parlait et me disait, ce qui doit arriver, doit arriver. Donc, si c'est vraiment dans le plan de Dieu, pour nous, si c'est vraiment la volonté de Dieu, ça va arriver. On n'a pas besoin de forcer les choses ou quoi que ce soit. Avez-vous déterminé une période, un nombre de mois, durant laquelle vous seriez en courtisage avant de pouvoir décider si vous continuerez l'un avec l'autre vers les fiançailles et vers le mariage? Dans notre cas, on n'avait pas déterminé une période de temps. On savait qu'on ne voulait pas que ce soit très, très long. Et c'est sûr que dès le départ,
on avait mis les choses au clair que c'était dans le but d'apprendre à se connaître pour voir si on serait, disons, compatible pour se marier. Donc, on savait qu'on ne voulait pas que ce soit un processus qui dure plusieurs années. Dans notre cas, le courtisage, ça a duré 7 mois. Et ensuite, on était fiancés pour un autre 7 mois avant de se marier. Puis je pense aussi qu'il n'y a pas comme un nombre de mois, mais on connaissait un peu c'est où la limite. Admettons, de courtiser plus que 2 ans, on ne voulait pas se rendre à ça. Puis le fait qu'on était intentionnel aussi, on savait que ça allait pas durer plusieurs années, du moins. Est-ce qu'il y a eu une période d'incertitude ou de peur avant le mariage? Comment avez-vous fait pour avancer en toute paix d'esprit avec conviction d'avoir fait le bon choix? Je pense pas qu'il y avait de la peur ou de l'incertitude. C'est sûr que c'est normal de se poser la question, bon, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que Dieu approuve de l'union? Mais de carrément avoir une peur ou une incertitude, je pense pas que c'est le cas. Je sais aussi le fait que souvent dans nos rencontres, on avait comme une liste de questions qu'on se posait, que ce soit des questions sur les finances ou plein de choses, comment qu'on voyait les choses. Ça nous permettait quand même d'avoir ça nous donnait une certitude en entendant les réponses de l'un et l'autre. Puis c'est sûr qu'on ne s'attendait pas non plus à se connaître parfaitement avant qu'on allait se marier. Je pense que c'est vraiment le plus important, les valeurs, les grandes lignes qui nous démontrent un peu là ce qu'on devrait avoir. Puis avec la prière, après ça devient clair si c'est le bon choix ou pas. Là. Oui, le seul moment je ne vais pas dire que c'est une peur ou une incertitude par rapport à notre couple, mais on s'est mariés en 2020. Donc, c'était un peu une période d'incertitude pour tout le monde. Et on voulait vraiment se marier au mois de septembre de 2020. Et donc, il y a des gens qui disaient, attends que la pandémie passe, puis on ne savait pas si ça allait durer quelques semaines ou quelques mois. Ou quelques années. Oui. Donc, c'était vraiment... C'était ça la période d'incertitude, mais c'était pas par rapport à notre couple, disons. Ouais. Quels sont les meilleurs conseils que vous avez reçus concernant votre couple? Je dirais un bon conseil qu'on a eu, c'est d'avoir les conversations plus difficiles dès le début. Donc, des fois, les gens vont être ensemble pendant plusieurs mois ou même des années ou peu importe, sans nécessairement avoir les conversations qu'on considère difficiles, donc le bagage passé de la personne, les traumatismes ou peu importe. Mais il faut être capable d'être, disons, vulnérable un peu plus tôt dans la relation. Comme ça, on est déjà capable de voir si on veut continuer ou non. Comme ça, on n'a pas besoin de perdre notre temps ou de faire durer la relation pour que la relation soit plus longue qu'elle devrait être. Donc, commencer en connaissance de cause. C'est ça. Ouais. Je pense aussi qu'il n'y a pas nécessairement des conseils directs pour nous spécifiquement de « OK, vous devriez spécifiquement avoir ça ». Je pense que beaucoup de la préparation avant le courtisage, le fait de comprendre comment bien entamer les relations interpersonnelles avec le sexe opposé, comment se préparer pour le courtisage, les fiançailles, le mariage, tout on va dire ce bagage de connaissances-là qu'on a appris lors de nos études, ça fait en sorte que on a déjà, on va dire, accumulé beaucoup de conseils de différentes personnes sans nécessairement avoir à avoir des conseils personnalisés. On a aussi, avant de se marier, on avait fait, normalement les pasteurs vont offrir ça, c'est comme des cours de préparation du mariage avec le pasteur, c'est tous des éléments là, qui viennent aider là, pour se marier. Quelles sont les meilleures et pires expériences de votre mariage? Je pense pas qu'on a vraiment des pires expériences. Il y a des moments peut-être plus occupés, plus difficiles ou peu importe, mais pas nécessairement des mauvaises expériences, je dirais. Je pense qu'à date, il y a plusieurs bonnes expériences, mais la meilleure expérience à date, la plus récente du moins, c'était l'achat de la maison. Oui. Ça, c'était une grande étape. Je dirais
Dieu nous a épargnés jusque-là, donc il n'y a pas eu de grands d'événements marquants, négatifs. Mais je dirais qu'il y avait une période où est-ce que les deux, on travaillait beaucoup. Donc c'était juste difficile même d'avoir quelques heures à la maison ensemble. Maintenant, c'est plus le cas, donc on est passé à travers ça. Mais je pense que c'est ça qui était un peu plus difficile pour nous. Que faites-vous pour garder la flamme et aussi entretenir votre amitié au sein de votre couple? C'est de ne pas prendre les choses au sérieux. Donc, c'est comme de prendre les choses un peu à la légère. Donc, d'apprendre à blaguer ensemble ou de trouver des petits plaisirs, même au quotidien. C'est sûr qu'on est occupé, on travaille. Il y a aussi le ministère. Il y a beaucoup de choses qui demandent beaucoup de notre temps. Mais je pense que c'est de trouver des plaisirs dans les petites choses de la vie. Je pense qu'on prend le temps de s'amuser, puis surtout là, faire des blagues, puis d'avoir un peu comme notre propre langage, notre propre façon de voir des choses, d'avoir nos propres références. Puis aussi, je pense de prendre le temps, le sabbat ensemble, de passer du temps ensemble, de réserver du temps, ça nous aide aussi, là. Donc, lors de la phase de désenchantement, comment avez-vous été intentionnel à élever votre partenaire plutôt que de se focaliser sur ses défauts? Je crois peut-être que, de notre côté, je pense pas qu'il y ait vraiment eu un désenchantement en tant que tel, parce que, considérant la façon qu'on a commencé à se courtiser, et puis que notre relation a évolué, on était vraiment beaucoup plus dans le développement. Il y avait de l'intérêt au début, c'est sûr, mais vu qu'on était tellement concentré sur s'assurer que Dieu approuvait de l'union, de se poser toutes nos questions, on a quand même fait beaucoup d'activités ensemble, on a passé du temps avec des amis, avec la famille. Ça nous permet quand même de développer cette relation-là, puis de pas nécessairement passer du temps dans la passion pure, on pourrait dire, le fameux puppy love. On a pris le temps quand même de développer nos émotions avec notre intérêt, plus qu'à se baser sur nos émotions. Je pense aussi que si les deux personnes entrent dans le mariage avec des attentes réalistes du mariage, il ne devrait pas avoir une grande phase de désenchantement. C'est sûr que la vie prend le dessus, par exemple le travail, les enfants, ou tout ce qu'on a à faire dans une vie, c'est sûr que ça prend le dessus. Mais je pense que si on a des attentes déjà réalistes, qu'on sait que le mariage, ça demande du travail, ça demande des efforts, et que peut-être que dans le mariage versus la phase de courtship, de passer du temps ensemble. Pour passer du temps ensemble, il faut être plus intentionnel, il faut vraiment mettre du temps à part. Et sinon, pour ça, je pense pas qu'il devrait y avoir une grande phase de désenchantement si les deux personnes ont des attentes réalistes. Qu'auriez-vous aimé savoir avant de vous marier? J'ai beaucoup pensé à cette question-là et je me dis, on a appris pas mal de choses avant de se marier. Donc, on a eu plusieurs études bibliques sur les relations, au point même où on se disait, bon, c'est assez là. Mais on a lu beaucoup de livres aussi, des livres de Gary Chapman, aussi de John Gottman, des choses comme ça. Donc, des livres quand même assez connus, quand même assez populaires, qui parlent des relations, qui parlent du sexe opposé. Et même quand on se courtisait, on lisait ce genre de livres ensemble pour avoir l'opinion de l'autre personne. Donc, la plupart des conseils qu'on entend fréquemment ou couramment, on les avait déjà pas mal entendus, je pense. Après, c'est de les appliquer. Ouais. Puis je pense aussi que on peut surestimer de vouloir avoir toutes les réponses avant de se marier. Il y a des choses que c'est normal que tu apprends plus tard ou peu importe. Autant que les grandes lignes, tu les as déjà couvertes et que t'es correct.
Quels sont les mythes du mariage que les célibataires doivent cesser de croire pour vivre un mariage épanoui? Un des premiers points que ça me fait réfléchir, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent soit changer l'opinion de quelqu'un d'autre sur certains points ou que la personne, malgré qu'on voit peut-être les choses complètement différentes, mais on va travailler dessus et ça va fonctionner. Je pense que c'est quand même un aspect très primordial que les valeurs qu'on a, que ce soit religieux surtout, même au niveau de la famille, les finances, même les valeurs sociétales / politiques dans un sens, qu'il y a beaucoup de similarités ou du moins les valeurs fondamentales doivent être pareilles parce que sinon, il va y avoir certains conflits. Admettons, tu veux élever des enfants ou tu veux gérer les finances d'une certaine façon. Si ça rentre en conflit, ça va causer beaucoup de mal de tête, ça c'est sûr. Je pense de ne pas sous-estimer que les différences de valeurs chez son partenaire ont un impact. Il faut vraiment réfléchir là, s'il y a des différences. Dépendamment de la différence où on s'entend, ça serait quoi l'impact? Moi, un autre mythe qui me vient en tête, c'est, par exemple, pour des jeunes chrétiens célibataires, des fois, on a cette impression que, bon, si j'ai des désirs sexuels avant le mariage ou peu importe, ben là, une fois que je vais être mariée ou une fois que je vais être en couple ou peu importe, ben là, tout ça, ça va disparaître ou ça va juste être mieux placé. Mais ça reste que si c'est vraiment un problème, une obsession ou peu importe, quelque chose de malsain, ça va juste continuer dans votre mariage. En fait, peu importe le problème que vous avez, c'est important de le régler avant et de ne pas penser que le mariage est comme la solution qui va régler peu importe les problèmes que vous avez eus dans le passé. Donc, c'est ça. Selon vous, comment savoir si quelqu'un fait semblant de nous aimer ou bien s'il est en train de se résigner avec nous? Voulant dire que on est comme le troisième choix de la personne. Moi, je pense que quand deux personnes se mettent ensemble pour apprendre à se connaître, si vous avez vraiment Dieu au sein de votre relation, moi, je pense qu'on sert un bon Dieu. Et je pense que si on demande sincèrement, là, si c'est vraiment la personne pour nous, Dieu va le révéler. Donc, je pense pas que Dieu va nous laisser dans l'erreur ou peu importe. Là, après, c'est d'écouter la voix de Dieu. Parce que des fois, Dieu nous parle et on n'écoute pas forcément. Donc, je pense que si Dieu est au sein du couple, au sein de la relation, tout ce qui doit être dévoilé, tout ce qui doit être révélé, va être révélé. Oui, parce que c'est sûr que quand que tu pries puis que tu cherches, il y a toujours des signes. Puis souvent, on peut tous penser à, admettons, des amis qui sont entrés en relation puis que eux, on a nous-mêmes vu un peu ce qu'on appelle les red flags, là, les choses que tu vois que ben là, ça c'est peut-être un peu... c'est pas un bon signe. Puis que la personne l'a ignoré. Il y a toujours des signes. Puis si on est pas être paranoïaque, pas être paranoïaque, mais d'être ouvert, de sincèrement chercher, il y a toujours des signes. Il y a toujours des signes. Puis c'est ça aussi l'avantage de ne pas entrer en relation pour voir, on va voir où est-ce que ça va amener, ou c'est comme ça que je me sens, alors je vais y aller, mais de ne pas négliger le côté logique, de poser les questions, d'être intentionnel dans la découverte de qui est cette personne-là, parce que c'est ces conversations-là qui vont vraiment révéler ces choses-là. Donc, quelle devrait être l'attitude d'un homme qui aime vraiment? De même, quelle devrait être l'attitude d'une femme qui se laisse vraiment aimer par un homme? Mais là, c'est quand même assez large, là, je trouve, comme question. Mais c'est sûr que du point de vue de l'homme, je pense que c'est dans Éphésiens 5, ça décrit quand même bien cet aspect-là que l'homme doit être prêt à se sacrifier pour sa famille. C'est sûr que ça prend beaucoup de
ça ressemble beaucoup... c'est très large là, comme on va dire sacrifice. C'est pas juste, admettons, de travailler, mais il y a des sacrifices que tu fais. Tu vas mettre ta femme, tu vas mettre tes enfants avant toi pour beaucoup de situations, dans beaucoup de décisions que tu vas vouloir prendre pour être en mesure là, de s'assurer que la famille au complet avance bien, que la famille au complet est une bénédiction. Je pense que du côté de la femme, j'entends souvent dire que les femmes veulent être aimées, les hommes veulent être respectés. Donc, je pense que c'est de démontrer du respect avant tout pour son mari. Puis, je pense que des fois, dépendamment pour certaines femmes, si elles ont eu des mauvaises expériences dans le passé ou des mauvaises relations dans le passé, c'est de ne pas mettre son mari ou son partenaire actuel, de ne pas le voir comme les autres. Donc, c'est vraiment là, c'est une nouvelle relation. Donc, peut-être que quelqu'un t'a fait du mal dans le passé, mais c'est pas le cas avec cette personne-là. Donc, c'est vraiment de baisser ses gardes des fois. Et c'est sûr que c'est pas facile, ça prend un certain risque, mais c'est ce que ça prend pour faire avancer la relation. Pourquoi pensez-vous qu'il est plus facile de vouloir se laisser aller à ses désirs sexuels avant le mariage plutôt qu'après? Et pourquoi, après le mariage, consommer, entre guillemets, le mariage peut demander une grande intentionnalité ou une programmation quelconque? Moi, je pense que l'objectif du diable, en fait, c'est, j'entends souvent dire ça, c'est que il veut vous pousser à vous pencher à vos désirs sexuels avant le mariage. Et là, quand vous êtes marié, quand ça devrait être légitime, disons, il va essayer le plus possible de vous empêcher d'avoir des relations sexuelles, disons. Donc, c'est vraiment de nous détourner du plan de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a pour nous, lui, il essaie de détourner ce plan-là. Puis, je pense qu'on sous-estime un peu le fait que le diable veut utiliser la société, peut-être même les gens autour de nous, pour nous influencer dans cette direction-là. Tu sais, souvent, il peut nous entourer de personnes qui trouvent peut-être que la relation est comme... Tu sais, les chrétiens ont des relations bizarres, là, que je comprends pas pourquoi que... c'est comme atypique, la pureté avant le mariage. Mais quand tu réfléchis bien au fait qu'il y a un ennemi qui veut te faire détourner des principes de Dieu, mais tu vas voir que ça l'explique très clairement de pourquoi que le Satan veut que tu le fasses avant le mariage, mais après le mariage, tout ce qui va te rapprocher de l'intimité que tu vas avoir avec ta femme, mais il veut le retirer pour, encore une fois, que tu puisses prendre des décisions ou tu puisses vivre d'une façon charnelle selon ses principes et non les principes de Dieu. Donc, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs pour maintenir leur virginité et pureté sexuelle durant la phase de courtship? Et quelles limites s'imposer lorsque les hormones prennent le dessus? Ça, honnêtement, c'est très simple, mais c'est pas facile à faire. Puis, des fois, c'est difficile aussi à accepter. Comme tu vois, nous, quand on s'est mariés, la première fois que je l'ai embrassé, c'était au jour de mariage. Parce qu'on avait établi des barrières claires de voici ce qu'on va pas faire, on s'embrassait pas, même le câlinage et tout ça, on évitait d'être tard le soir ensemble, en quelque part seul. On évitait, souvent on était chez sa famille, avec sa famille, ou à l'église avec des amis, peu importe. Alors on s'établissait des barrières de dire ok, ben physiquement on va éviter certaines choses, même le temps qu'on passe ensemble, quand on passe ensemble, parce que on sait que c'est facile de tomber dans la tentation. Puis je pense qu'aussi, en tant que chrétien, c'est comme, il ne faut pas chercher à... Donc, il y a une ligne ici, le péché est là. Donc, il ne faut pas chercher à se rapprocher le plus de la ligne sans dire qu'on a passé à l'acte. Donc, il faut rester le plus loin possible de la ligne pour être sûr de ne pas la franchir.
Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est sûr qu'il y en a qui vont trouver que c'est peut-être intense, que c'est peut-être exagéré, mais des fois, c'est ce que ça prend pour être sûr de ne pas franchir une certaine ligne. Je pense aussi le temps. De passer 5 ans en relation ensemble, c'est sûr que le plus le temps avance, le plus que la tentation est à la porte. Quelle est la place de l'hygiène de vie et de la manière de s'apprêter pour maintenir la flamme dans la dynamique d'un couple? Donc, c'est sûr que c'est important, mais on peut comprendre aussi qu'il y a des différentes saisons de vie. Donc, je m'explique. C'est sûr que si on avait l'habitude de prendre soin de soi, autant physiquement que mentalement, ou peu importe, c'est pas maintenant qu'on est marié ou maintenant que j'ai trouvé un partenaire que là, je peux me laisser aller, puis on prend plus soin de son apparence ou peu importe. Donc, il faut quand même garder notre apparence dans la mesure du possible. C'est sûr que il y a l'âge, les enfants ou peu importe, ou juste les difficultés de la vie. Mais dans la mesure du possible, on devrait essayer de se maintenir pour notre partenaire, mais aussi pour nous-mêmes et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, on veut aussi bien maintenir ce que Dieu nous a donné. Puis aussi, des fois, admettons, on va pour un date, mais on va prendre le temps de bien s'habiller pour le date, pas de répéter un peu ce qu'on faisait avant le courtisage quand on allait dans des rencontres pour démontrer que on ne priorise pas le monde par-dessus notre partenaire, mais plutôt que on est prêt à vouloir faire les efforts pour son partenaire. Donc, quels sont les signes avant-coureurs d'un échec marital durant la phase de courtship? L'insécurité de quelqu'un au sein d'un couple devrait-elle sonner une alarme? C'est sûr, ça va dépendre du niveau, là. Si quelqu'un est très insécure, c'est normal d'être insécure, mais je pense qu'il y a un point que ça devient un peu dangereux. Et puis, ça devrait être quelque chose que la personne doit régler. Même autre que le mariage en tant que tel, la personne devrait être en mesure de régler. Ceci étant dit, c'est sûr que dans la phase de courtisage, je pense qu'il y a une limite des choses que tu vas avoir, parce que je pense que la grande chose qui révèle, c'est ce que nous on a fait, c'est que nous on avait eu une discussion avec on va dire, pas de barrière. Tu peux poser toute question, peu importe la question, et puis ça va être des réponses franches, c'est une conversation qui va être confidentielle, ça c'est sûr, mais des questions comme c'est quoi les péchés que tu as déjà eu à avoir la victoire dessus, est-ce qu'il y a des péchés actuellement que tu es en train de combattre? Est-ce que tu as des problèmes de santé mentale ou physique dans ta famille, le cancer, peu importe? Est-ce que il y a des choses que je devrais savoir ou peu importe? Alors, d'avoir cette discussion-là permet de déjà... Il n'y a pas de surprise que tu vas apprendre après de la personne, de « Ah, ben là, j'ai entendu parler de telle et telle personne, de tel événement, etc. » La personne va te l'avoir déjà dit et puis après ça, en connaissance de cause, ça va dire « Ben oui, je suis à l'aise de continuer ou ne pas continuer. » Puis, ça va automatiquement éviter là, que des mauvaises surprises qu'on va apprendre. Autre que ça, mais il y avait ce qu'on mentionnait tantôt de toutes les discussions par rapport à nos valeurs, etc. Ben ça va révéler toute chose. Moi, je pense qu'un signe qui peut un peu indiquer s'il va y avoir peut-être un échec marital, c'est quand il y a vraiment beaucoup de conflits. Donc, dites-vous, vous n'êtes pas encore marié, on n'habite pas encore avec la personne, on ne partage pas encore nos finances ou quoi que ce soit d'autre. Donc, si déjà dans cette phase-là, qui est supposée être la phase d'infatuation, c'est seulement rempli de conflits, donc ça, pour moi, ça peut être un signe qu'il y aura peut-être un échec. Puis aussi, s'il y a des choses, admettons qu'on voit un défaut, il faut se poser la question, mais là, ce défaut-là, est-ce que je suis prête à vivre avec le restant de mes jours ou est-ce que ça va être un défaut que la personne va changer? Parce que si c'est un défaut que la personne va changer, il y a des chances que ça ne change pas. Là. Alors, il ne faut pas le banaliser, puis il faut que
les choses qu'on observe chez notre partenaire, mais c'est les choses qu'on soit à l'aise. Que conseilleriez-vous à nos auditeurs qui souhaiteraient se préparer au mariage? Moi, ce que je dirais, c'est... Là, ça va dépendre si la personne est déjà en couple ou si la personne est célibataire, mais la phase que vous avez, ou est-ce que vous êtes célibataire, de ne pas négliger ce temps-là pour le développement de soi, pour développer aussi votre relation avec Dieu, pour développer des qualités comme pratiques, développer des skills pratiques, donc que ce soit l'entretien de vos finances, l'entretien d'une maison, ou peu importe. Donc, de ne pas négliger ce temps-là et de vous préparer vraiment comme ça, ben, si vous rencontrez quelqu'un ou s'il se passe quoi que ce soit, ça peut arriver plus vite que vous pensez. Je dis ça comme ça, donc c'est vraiment d'être prêt. Moi, ce que je conseillerais, c'est de voir un peu la période de courtisage comme une interrogation. Je sais que c'est pas là super wow, c'est super intéressant, mais si on le voit de cette façon-là, l'objectif de cette période-là, c'est moi, je veux interroger la personne pour vraiment déceler est-ce que on est compatible, est-ce que le mariage ferait du sens. Et puis, c'est sûr qu'il y a un intérêt, là, c'est normal, mais c'est le moment avant que la relation tombe très forte en émotion, c'est le moment parfait de se poser ces questions-là, de bien apprendre à connaître, puis de réfléchir aussi ensemble avec cette personne-là aux réponses qu'elle a données. Je pense aussi que nous, ce qu'on avait fait, on avait lu certains livres ensemble, comme Foyer chrétien, comme Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, les 4 langages. On avait fait même des petits, je vais dire des petits tests de personnalité là, qu'on trouve sur l'Internet. Et on s'entend, c'est pas parce que ces tests-là, ça va révéler toute la vérité, mais c'est que ça donne des sujets de conversation et ça nous permet de vraiment se découvrir l'un et l'autre. Alors, c'est vraiment là, de voir ça comme, c'est une interrogation, c'est pas tant wow, mais vous allez voir que les bienfaits vont être vraiment plus forts. Puis après ça, ça vous donne un peu le champ libre de passer du temps un peu plus émotionnel. Alors, j'espère que les réponses que nous avions données vous seront utiles. Rappelez-vous de prier dessus et de prendre votre temps de bien avancer lors de vos relations. Donc, guys, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube. Bye!